Pour rien. Un texte court de Aymeric Bard. Littérature générale. Je m'appelle Jean. J'ai 55 ans, je suis divorcé et père de 2 enfants. Ces quelques lignes naissent dans le silence feutré de ma véranda où je me suis installé dans mon fauteuil Chesterfield, fidèle compagnon de mes réflexions. Autrefois, la cigarette marquait mes pauses, mais aujourd'hui, c'est l'écriture qui occupe ces moments de répit, offrant un substitut plus sain et bien moins onéreux. À mes côtés, un vieux cendrier vide continue à me faire de l'œil. J'oublie de préciser mon métier. Le fameux « Que fais-tu dans la vie ?» Cette question me fatigue. Je la trouve limitante. Elle ne sert souvent qu'à définir l'autre, à l'enfermer dans une boîte flanquée d'une étiquette fluorescente indiquant son activité professionnelle. Quel dommage! Alors qu'une magnifique curiosité pourrait en découler, une invitation à la rencontre qui se traduirait par « Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te donne vie ? Quelles sont tes passions ? Qu'aimes-tu partager ?» Pourtant, au début de ma carrière, il y a 30 ans, ma réponse à cette interrogation me remplissait de fierté. Elle était l'occasion de montrer à quel point j'incarnais la réussite sociale. Je suis ingénieur en informatique, proclamais-je avec assurance, laissant entendre que j'avais suivi de longues études, que mes capacités intellectuelles étaient solides, que je gagnais bien ma vie et que j'étais parfaitement intégré dans la société. D'ailleurs, j'ai suivi ce parcours avec tant de brio qu'à mes 25 ans, j'étais marié, propriétaire d'une maison en banlieue toulousaine et père de 2 enfants. J'avais même installé un portique dans notre jardin, juste à côté de la niche du chien. Les années ont défilé, rythmées par le travail, l'éducation, des gamins, les séries télévisées et quelques voyages trop organisés durant les vacances scolaires. J'avais rempli le contrat social. Mes parents étaient ravis, tout comme mes beaux-parents. Ma femme se sentait en sécurité et envisageait déjà un 3e enfant, cherchant à s'assurer que notre route était bien tracée et que nous resterions ensemble dans le même bateau. J'étais le mousse besogneux, tandis qu'elle tenait fermement la barre du gouvernail, naviguant loin des vagues tumultueuses de l'incertitude. Nous recevions des amis et les conversations tournaient invariablement autour de sujets similaires. Le foyer, les prochaines vacances, les problèmes de la société. On évitait soigneusement d'approfondir, se limitant dans des zones sûres, loin des thèmes qui fâchent. De mon côté, je remplissais le rôle du bon mari. Attentionné et serviable, je rapportais régulièrement un salaire substantiel et des cadeaux pour la famille. Je me sentais comme un papillon, pris dans le filet des habitudes et des normes sociales. Je passais la tondeuse le samedi matin, tandis que ma femme se rendait à sa manucure ou faisait du shopping en ville. Nos enfants, désormais adolescents, étaient devenus des cloportes amorphes, avachis sur le canapé, les yeux rivés sur leur smartphone. Le dimanche, dans le meilleur des cas, nous sortions au musée ou au cinéma. Ces moments étaient mes bouffées d'oxygène, des évasions temporaires loin de ma vie préfabriquée, où je renouais avec la beauté de la découverte, laissant place à mes voyages imaginaires. Mais, hélas, la plupart du temps, je me coltinais le repas de famille chez les beaux-parents. Cela commençait toujours par le besoin incessant de ma femme de raconter toute sa semaine à sa mère. Elle s'adonnait alors à une critique sèche et violente de ses collègues de travail qui, selon elle, n'en foutaient pas une. Pendant ce temps, mon beau-père me parlait du bon vieux temps, en constatant la dépravation de la jeunesse actuelle, mal éduquée et hésitante à la besogne. Une fois le repas terminé, alors que nos enfants se ruaient sur leur portable, libérés des injonctions parentales de « pas de téléphone à table », beau-papa m'a mené dans sa salle de torture dominicale. Il s'agissait d'une pièce où il s'adonnait à sa passion, la construction de maquettes d'avions de guerre. Une centaine de modèles étaient suspendus par de minces filets au plafond, se balançant au rythme d'un léger courant d'air. Cela me faisait penser à de vieux cadavres gesticulant au bout d'une corde. C'était glauque et triste à la fois. Au centre, un immense bureau croulé sous les ciseaux, papier abrasif, blocs de polissage, pinces, limes et d'autres outils.
tout le nécessaire du parfait aéromodéliste accompagné d'une entêtante odeur de colle. À mon grand malheur, il y avait toujours un avion en cours de construction. Et pas gêné d'avoir l'indécence de m'amener dans ce lieu abject, le beau-père se permettait de raconter l'histoire de son œuvre en cours dans tous les détails. Cerise sur le gâteau, il demandait souvent mon aide pour attraper un petit élément avec une pince lorsque sa main devenait trop tremblante. Malgré ma triste mine et mon évident désintérêt pour sa passion aéronautique, rien ne pouvait l'arrêter. C'était purement une prise d'otage. Me résigné, je l'écoutais en silence, tandis qu'une voix intérieure hurlait « J'en ai rien à foutre de tes avions de guerre, j'ai juste envie de te les faire bouffer un par un jusqu'à ce que tu chies du carton !» Et même à ce moment-là, son manque total d'empathie et d'intelligence sociale le poussait à continuer son monologue. Je me voyais déjà dans la voiture me plaindre à ma femme de son bourreau de père et l'entendre me dire « Oh mais partager sa passion lui fait plaisir. Il se sent si seul. C'est juste un petit effort de ta part et ça lui fait tellement de bien. » Tel père, telle fille. Vous l'aurez compris, ces dimanches avec la belle famille étaient longs et épuisants. Je n'en sortais jamais indemne, accumulant frustration, colère et tristesse. Les stigmates de celui qui portait le masque du gentil et serviable beau-fils, forcé de sourire face à des discussions d'une banalité affligeante et de subir le hobby d'un vieil égoïste étroit d'esprit. Voilà où j'en étais. Le portrait parfait de celui qui suit les lignes tracées par les autres, étouffant au beau milieu d'une case dans laquelle je m'étais moi-même enfermé. Une vie réglée, fade et sans surprise, où l'émerveillement et l'inattendu s'étaient fait botter le cul par les habitudes sclérosantes et ennuyeuses. Puis, il y a eu Sophie. Avec ses longs cheveux bruns, ses lunettes trop larges et ses yeux bleus pétillants, elle dégageait un magnétisme particulier, celui des femmes qui assument pleinement leurs forces et faiblesses, se moquant éperdument du regard des autres. Je la rencontrai dans un magasin de bricolage un samedi matin du mois d'août, sous la chaleur étouffante caractéristique de la région toulousaine. Je déteste ce genre de commerce autant que les grandes surfaces alimentaires. C'est moche et je n'aime pas les gens avec des caddies. C'est con, mais c'est ainsi. Accroupi au milieu d'un rayon, je regardais les références d'un câble de courroie pour tondeuse à gazon, quand j'ai entendu dans mon dos une voix féminine douce et ferme à la fois. « Excusez-moi, savez-vous où se trouve la colle à papier peint ?» Alors que je m'éborgnais à lire les chiffres des différents modèles pour les comparer aux miens, ma première impulsion a été de lui répondre « Dans ton cul !» Oui, je traversais une période où le ras-le-bol de ma vie atteignait une telle intensité que j'envisageais de devenir mercenaire dans un pays en guerre. Je m'imaginais au fin fond de l'Afrique armé d'une kalachnikov prête à dézinguer tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Puis, elle a ajouté d'une voix teintée d'une certaine espièglerie. « Mais je ne voudrais pas vous déranger dans cette idylle amoureuse avec cette courroie. Vous pouvez l'embrasser, personne ne vous regarde. » Cela a été un choc. Aussi incohérent que stupéfiant. Je me suis relevé en riant aux éclats, des larmes coulaient sur mes joues et des crampes gagnaient mon estomac. Tout semblait irrationnel. Je craquais et j'aimais cela. La femme a attendu, avec un sourire en coin, la fin de ma crise d'hystérie masculine. Et alors que mes soubresauts s'espaçaient, annonçant la sortie de mon hilarité, je l'ai entendu dire « Eh bien, merci d'apprécier mon humour. Et la colle pour la tapisserie, où est-ce ?» Les mains encore sur mon ventre, je lui ai désigné un rayon plus loin. Après un dernier regard amusé, elle s'y est dirigée d'un pas affirmé. Ce samedi-là, je suis rentré à la maison, sans courroie. J'ai demandé le divorce. Le lundi, j'ai démissionné. Puis je suis resté 2 mois dans un logement Airbnb à peindre des tableaux. J'étais bien. C'est que j'avais toujours chéri le dessin et la peinture. Alors j'ai peint. Tout ce qui alimentait mes pensées, je le peignais. Je m'arrêtais seulement pour manger et je reprenais mes pinceaux. Je me sentais heureux, libre. Mon téléphone gisait sur le sol, éteint depuis des semaines. J'aimais vivre ainsi,
loin du tumulte insolent et dégénéré de nos sociétés, et créer, oui, créer encore et encore. Les 2 mois ont duré 2 ans. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à vendre quelques tableaux, j'ai eu alors un article dans la Dépêche du Midi, puis 1 an plus tard un autre dans Beaux-Arts Magazine. Pour certains, j'étais devenu une loque, un saltimbanque qui avait tout et qui avait tout gâché. Je ne leur en voulais pas. Ils n'ont jamais compris que j'avais tout, mais que je n'étais pas. Alors que je souhaitais rester célibataire, connaissant mes travers à l'oubli total de mes besoins dans une vie de couple, j'ai revu Sophie. Elle s'est trouvée là, à l'entrée de la salle où mes tableaux accrochés au mur blanc étaient exposés aux considérations critiques des visiteurs. Nos regards se sont croisés. Son sourire, tel un phare dans la nuit, a balayé le monde autour de nous. Le brouhaha s'est éteint, les chuchoteurs ont disparu, et dans cette lumière douce qui n'éclairait plus que nous, elle m'a salué et m'a demandé « C'est de vous, tout cela ?»« Oui, mais ma future composition, Un amour de courroie, est en cours de réalisation. Ce sera sans doute mon œuvre majeure, ai-je dit d'un ton espiègle. Y aura-t-il une réplique en papier peint ?» m'a-t-elle interrogé en haussant un sourcil. Nous avons ri. Nous sommes sortis manger au restaurant, puis nous avons fait l'amour. J'ai appris qu'elle était danseuse étoile, ce qui ne m'a guère surpris au vu de sa démarche légère et aérienne. Elle donnait l'impression de survoler tous les tracas de la vie avec une grâce quasi divine. Rapidement, nous avons emménagé ensemble. Inspiré par sa présence à mes côtés, je me suis lancé dans la création de mon chef-d'œuvre. Au bout de quelques mois, elle a remarqué que la réalisation de ce tableau me faisait douter de mes compétences. Aux prises avec mon penchant hypocondriaque, j'exprimais des mots imaginaires mais ressentis, communément appelés somatisation. Je me sentais complètement nu, empêtré dans ma fragilité, ma sensibilité, mon désarroi. C'est dans cet état de vulnérabilité que je lui ai fait part de mon interrogation. Assis sur ce même fauteuil, la clope au bec, je contemplais Sophie qui répétait ses pas de danse avec l'élégance qui lui était coutumière. C'est là qu'un doute m'a assailli. « Chérie, pourquoi m'aimes-tu » ai-je marmonné dans ma barbe. « Que dis-tu ? Pourquoi quoi » a questionné Sophie tout en pirouettant sur ses pointes. « Pourquoi m'aimes-tu » ai-je radoté en me grattant la gorge. Sophie a éclaté de rire. Un grand sourire aux lèvres, elle s'est avancée vers moi puis s'est installée doucement sur mes genoux. « Mais enfin, tu ne ferais pas une 2e crise de la quarantaine ?»« Ouais, c'est possible. En même temps, je ne t'ai jamais posé cette question et... » Elle a posé sa main sur ma bouche. « Je t'aime pour rien, » a-t-elle déclaré. Une vague d'incompréhension m'a submergé. Comment cela ? Elle m'aime pour rien. Et étrangement, j'ai senti un poids se libérer. Celui des « je dois », des « il faut », tout ce fatras de conneries qui me poussait à devoir être le mec qui assure en toutes circonstances. J'ai souri, ému. « Tu veux dire que tu m'aimes sans raison ?»« Oui », a-t-elle affirmé en me délivrant un baiser. Ce jour-là, j'ai reçu la plus belle déclaration d'amour. J'ai saisi mes pinceaux et achevé ce tableau. C'est une aquarelle où Sophie danse sur l'ardente Sirius. Je la contemple en m'apprêtant à poser mon stylo et à reprendre mon travail d'artiste peintre. Je m'appelle Jean. J'ai 55 ans. 2 enfants, eux aussi engagés dans des métiers de passion. Bientôt, je vais épouser une étoile qui danse et qui m'aime pour rien.